Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver sur Télésud pour enregistrer un nouveau numéro, des mots et débats. L'invité du jour, il est ingénieur, il est suisse, il est issu de l'école polytechnique fédérale de Zurich. Il anime également des ateliers parfois pour expliquer aux jeunes justement l'importance de reverdir ce Sahara, et c'est pour cette raison que nous accueillons Jean-Édouard Buchter. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, oui, très bien. En tout cas, merci d'avoir fait ce voyage pour venir à Télésud, de Lausanne à Paris. Avec plaisir. Il y a un livre que vous avez écrit qui vient de paraître, c'est Reverdir le Sahara, des solutions pour un retour à la végétation. C'est aux éditions Favre. Oui. Eh bien, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir tout de suite des mots et débats avec Au fil des pages. Jean-Édouard Buchter, tout d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé justement à vous pencher sur ce désert du Sahara? Eh bien, l'origine, c'est le symposium de Copenhague, la COP de Copenhague, où j'ai vu les problèmes environnementaux et j'ai vu à quel point il serait difficile de faire un consensus international pour résoudre ces problèmes-là. Par ailleurs, j'étais allé au Burkina Faso, j'avais survolé le désert de Mauritanie et du Mali, et j'avais eu comme une espèce de vision où je voyais ce désert vert tout à coup. Et j'ai repris cette idée et je me suis dit, mais en fait, ça crève les yeux. Oui, on peut le faire. Mais pourquoi le Sahara? Il y a d'autres déserts, de Gobi, Namibie, enfin il y a plein d'autres déserts en Australie. Pourquoi le Sahara? Oui. Qu'est-ce qui vous inspire? Le Sahara, c'est très particulier. Il a de l'eau. Il y a de l'eau. Pas où on croit qu'elle est sous le désert. Elle y est effectivement, mais ce n'est pas là qu'il faut la pomper. Elle est déjà trop pompée. Il y a des grandes nappes fossiles qui datent de millions d'années en arrière et qu'il faut arrêter de pomper. En revanche, il est bordé par des fleuves tropicaux qui sont immenses, le Sénégal, le Niger surtout, le Chari et le Nil. Et il y a encore de l'humidité qui tombe au sud du Sahel. On est au bord de la zone humide. Il s'agit, ça c'est peut-être le point le plus immédiat, il s'agit de faire remonter cette humidité vers le nord en commençant à cultiver par des moyens qui peuvent être assez simples, mais qui nécessitent une mise en marche conséquente quand même, remonter en cultivant ce désert et en amenant l'humidité. Et ça se fait déjà, mais ça pourrait être multiplié par, disons, 1000. Donc, refertiliser ce désert du Sahara, mais pourquoi faire cela alors que les scientifiques se tournent plutôt vers l'émigration vers Mars? Oui, alors voilà, il y a les vraies utopies, les utopies irréalisables, et il y a les utopies, comme il y en a déjà eu dans l'histoire de l'humanité, qui donnent des résultats extraordinaires. Donc, coloniser Mars et y implanter l'humanité, c'est complètement illusoire. Et, tandis que le faire au Sahara, c'est tout à fait réalisable. Contrairement à ce qu'on croit, c'est que, en fait, médiatiquement, c'est beaucoup plus propagé d'aller coloniser Mars que d'aller coloniser, c'est-à-dire verdir le Sahara. Alors justement, vous expliquez dans votre ouvrage qu'il y a 5500 ans, le désert du Sahara était vert. Voilà. Que s'est-il donc passé? Alors, il y a eu un lent refroidissement atmosphérique qui a eu pour effet d'assécher le désert. Et en plus, il y a eu les populations qui sont devenues très nombreuses sur place. On a encore beaucoup de peintures rupestres qui attestent de cela, beaucoup d'animaux, souvent des animaux différents de ce qu'on a aujourd'hui. Et toute cette population
est devenue trop abondante. C'est-à-dire que le néolithique, le début de l'agriculture, le début du pastoralisme, de l'élevage, a fait qu'il y a eu trop de troupeaux qui ont piétiné le terrain. Il y a eu de la déforestation par brûlis, et tout ça a fini par aider à ce basculement. Les savants qui ont étudié ça disent que l'humanité a aidé, certains disent a été déterminante, mais je pense que c'est surtout le climat lui-même qui a changé et qui a basculé. En 200 ans, autour de l'an 5000 avant notre époque, en 200 ans, il y a eu la désertification. Alors, vous parlez pour reverdir justement ce Sahara ou les zones sèches, les zones arides de certains coins, certains pays en Afrique. Il faut d'abord qu'il y ait l'humus. Oui. Alors, bien sûr, il faut l'humus. Cet humus, on peut le former à partir de la végétation. Donc, il faut implanter une végétation qui ensuite capte le carbone, qui meurt et qui forme le sol. Donc, il faut une végétation de base. Et là, on a surtout les acacias qui sont extrêmement robustes pour cela, les différentes sortes d'acacias qui vont s'implanter et faire de cette matière organique qui manque, qui a disparu lors de cette période d'il y a 5000 ans et qui doit revenir. Et c'est possible. C'est-à-dire que ça se fait déjà dans le Sahel. Il y a déjà des chantiers qui amènent de la végétation qui elle-même crée l'humus. Parlons justement de cette grande muraille verte, qui est un projet qui a vu le jour en 2008. Donc c'est un projet qui traverse 11 pays, c'est ça, qui part du Sénégal pour arriver jusqu'à Djibouti. Oui. Où en est-il ce projet justement? Parce que vous parlez beaucoup du Sénégal et du Burkina Faso qui ont vraiment travaillé ce projet. Oui, alors c'est principalement ces deux pays. Le Sénégal a un programme très actif. Il y a une plantation de plancton qui est extrêmement intense. Ils ont fait déjà, mais ils n'ont fait que 5% du travail. Parce que cette barrière, elle a 15 km de large. Elle devrait avoir 15 km de large. Et au Sénégal, elle aurait 500 km de long. C'est un immense territoire. Donc, il faudra encore bien des années pour qu'on arrive à la créer. C'est à peu près le 5% qui a été fait. Mais à quoi sert cette grande muraille verte qui traverse tous ces pays? Alors, elle doit retenir les vents de sable, elle doit surtout créer des zones où les gens peuvent vivre. Au début, le Sénégal était parti avec l'idée de faire des plantations en ligne, bien réglées, avec des gens qui arrosaient, etc., qu'on payait, et ça a été difficile. Les gens ne s'y sont pas tellement intéressés. En revanche, ils ont changé de méthode et ils ont fait des villages, des villages d'à peu près 500 habitants qui vivent sur eux-mêmes et qui vivent de cette muraille verte, qui vivent de ce terrain, qui ont leur culture. Et surtout, ils ont réussi à faire le deal, la négociation entre les bergers et les paysans, ce qui était très difficile. Oui, et ce parce qui que les bergers sont nomades. Voilà. Et les troupeaux risquent de manger ce qui a été planté. Oui. Donc, il y a des périmètres qui sont réservés à l'agriculture et au village, et il y a le terrain environnant qui est parcouru par les bergers qui bénéficient de l'herbe que coupent les paysans. Et ça fonctionne. C'est vraiment une réussite, semble-t-il, qui est en train de s'étendre, oui. Vous parlez d'un moyen étonnant d'une personne qui utilise les crottes de chèvre. Oui, alors ça, c'est une expérience extrêmement intéressante qui se fait au Burkina Faso, dans la région de Gorom-Gorom, qui a été lancée par un Suisse italien, un Tessinois, donc du nom de Grandi, qui s'est associé avec une ONG italienne, Reach Italia, et qui a eu la chance d'avoir sur place ce qu'ils appellent un animateur, qui est un Burkinabé du nom de Amadou Boureima, qui, lui, connaît la mécanique et surtout l'agriculture et surtout les populations locales, qui fait le pont entre les populations locales et
et la technique qui vient d'Europe. Alors, le principe, c'est qu'ils ont utilisé une charrue qui fait des seaux dans le terrain, qui fait des cuvettes, des seaux de dauphin. Ils l'appellent dauphin, cette charrue, Delfino. Et ces creux dans le terrain se remplissent à la saison des pluies, jusqu'à 1 mètre cube par cuvette. Et il suffit, avant que les pluies arrivent, de semer des crottes de chèvre. Il n'y a même pas besoin d'aller acheter de la semence. Les chèvres mangent les semences d'arbres, les peu d'arbres qui restent encore, n'est-ce pas? Et elles font des crottes qui contiennent les semences d'arbres et qui sont enveloppées par le crottin, c'est-à-dire un fertilisant. Oui. Et c'est extrêmement efficace. Pour ce qui est de l'herbe, alors ça c'est pour les arbres. Hein. Les semences d'arbres, ça passe par le crottin de chèvre, mais l'herbe est amenée par le vent. Le vent amène encore des semences. Le vent, l'harmattan? L'harmattan amène en suffisance les semences d'herbe. Ce qui fait que après les semailles arrive la saison des pluies qui fait démarrer toutes ces pousses. Et au bout d'une année seulement, on a déjà de la verdure qui apparaît. Oui. Et Grundy envoie déjà même du bétail à ce moment-là. Ça, c'est une technique qui est étonnante parce que souvent on dit qu'il ne faut pas envoyer le bétail. Oui. Et lui dit que les pousses d'arbres ne seront que très peu endommagées. Donc, mais pour que justement ces jeunes pousses puissent pousser, je veux dire, il faut que le terrain soit comment? Il ne faut pas qu'il soit aride ni semi-aride, il faut un terrain spécial, une terre spéciale. Il faut un plateau argileux, il faut de l'argile. Donc ça ne peut pas se faire dans du sable pur, non, on n'en est pas encore là, mais il y a d'immenses plateaux argileux. Et là même, c'est des terrains qui étaient encore cultivés il y a une 50aine d'années, donc ils sont maintenant complètement désertiques, mais ils étaient encore cultivés. Mais des plateaux argileux peuvent être traités de cette façon-là, il faudra étudier encore de quelle façon pour chaque plateau, parce que chaque endroit, chaque biotope est un cas en soi, mais on a bon espoir et même on est sûr qu'il y a des immensités de plateaux argileux qui peuvent être verdis de cette façon-là, progressivement depuis le sud, en utilisant les pluies qui arrivent encore, et ces pluies vont augmenter déjà. Alors justement, quand vous parlez de pluie, vous parlez d'eau, mais comment collecte-t-on de l'eau si c'est pour puiser puis après tarir une source, c'est détruire aussi un système écologique, enfin. Oui, alors ces pluies, elles arrivent, elles sont en général perdues, elles ravinent le terrain, elles sont négatives, parce que c'est des pluies violentes qui arrivent à la saison des pluies. Donc le terrain est plutôt démoli par ces pluies. Or, si on fait ces cuvettes avec la charrue Delfino, elles restent dans les cuvettes et elles font pousser la végétation. D'accord. Mais par exemple, pour reverdir le Sahara, il faut de l'eau. Quel est le processus, le procédé pour apporter cette eau? Alors là, comme je vous le dis, c'est la pluie. Mais il y a d'autres terrains, il y a d'autres endroits où on pourra la prendre à partir des fleuves, par exemple des fleuves tropicaux. Mais n'est-ce pas trop dangereux, déstabiliser le système? Alors, si je prends le Niger, par exemple, dans le Niger, il y a une immense capacité en eau. Il y a à peu près, il y a jusqu'à 6000 mètres cubes à la seconde en période de crue. Et il s'agit de prendre l'eau en période de crue pour des cultures qui sont saisonnières, comme le mil, par exemple. Oui. Ces cultures poussent et ensuite, à la saison sèche, on a fait les récoltes et ça dort, n'est-ce pas? Donc, c'est pour des cultures comme ça. Et toute cette eau, si elle n'était pas prise, elle finirait aux embouchures, elle finirait dans l'océan, n'est-ce pas? Mais quand on voit le cas du lac Tchad, qui est devenu peau de chagrin, c'est flippant justement d'utiliser toute cette eau. Puis alors là, c'est vraiment un autre cas, le lac Tchad. On ne peut pas puiser dans le lac Tchad. Le Chari ne suffit pas à le réalimenter. Et les pêcheurs sont devenus agriculteurs, d'ailleurs. Ça montre que les populations peuvent s'adapter quand vraiment la situation est très difficile. Les pêcheurs sont devenus agriculteurs. Mais il y a un projet alors très, très controversé
qu'il faut étudier de près, qui n'est pas mûr, mais qui pourrait être un jour un immense projet, c'est de passer l'eau de l'Ubangi au Chari. Ça, c'est donc prendre l'eau dans un cours d'eau équatorial, ces immenses cours d'eau équatoriaux, et soit la pomper, soit l'amener par gravité. C'est aussi un projet qu'elle arrive sans la pomper à flanc coteau, depuis le lac Kivu, en prenant les affluents du Congo et en les passant de l'autre côté au bassin versant du Chari jusqu'au lac Tchad. Voilà, il y a d'immenses problèmes, mais peut-être ça peut être une immense chose si on admet qu'on change complètement l'écosystème du lac Tchad et qu'on prend l'eau qui devrait revenir aux Congolais. Donc il y a des négociations très pointues qui vont se faire, qui devraient se faire entre le Congo, qui a besoin de cette eau oui, pour alimenter ces cultures, et surtout, ils en ont besoin pour l'électricité. Voilà, ouais. Ils ont des immenses barrages. Donc, il y a des discussions, il y a un comité des eaux du lac Tchad qui s'est formé avec le Cameroun, le Tchad, le Niger, le Nigeria, et ils sont en discussion avec le Congo. Les Congolais ne sont pas complètement fermés à l'idée, mais ils voient bien qu'il ne s'agira pas de donner cette eau sans contrepartie. Vous parlez du projet Transaqua. Le projet Transaqua, qui en plus va provoquer, du point de vue écologique, des immenses transformations. L'eau de l'Ubangi n'est pas du tout l'eau du lac Tchad. Donc le lac Tchad va être complètement chamboulé du point de vue biologique. Vous parliez d'insécurité, et ça, c'est peut-être le point fort, l'élément principal qu'il faut d'abord traiter pour essayer de reverdir, de refertiliser certaines terres. Comment, justement, régler ces conflits intercommunautaires, ces groupes rebelles armés? Comment faire? Voilà, question très difficile. Oui. Il y a deux choses. Il y a sécuriser, et ça, il faut le faire avant toute opération. Sécuriser, ça veut dire arrêter le terrorisme. Et il y a ensuite pacifier. Si les populations sont devenues antagonistes parce qu'elles n'ont plus de moyens de survivre, ces populations peuvent avoir des conflits entre elles, notamment les bergers avec les paysans, comme on le voit de plus en plus malheureusement au Mali. Et ça, si les moyens de survie par le verdissement deviennent plus conséquents, on aura forcément une pacification. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, sécuriser, c'est la première des choses, évidemment. Là, les Africains n'aimeraient pas trop qu'il y ait des interventions étrangères, n'est-ce pas? Et ils peuvent certainement le faire, simplement qu'il faut qu'ils aient le matériel ad hoc. Et ce matériel, il faut le leur fournir et qu'ils puissent l'employer. Ou alors demander aux États-Unis le budget de l'armée américaine pour pouvoir... Avec ça, on fait incroyablement beaucoup de choses. C'est vrai que le budget de l'armée américaine, oui. Mais déjà, il faut un budget qui devrait être européen, parce qu'on a vraiment là une liaison très forte entre l'Afrique et l'Europe. C'est clair que la France, on ne doit pas la laisser seule régler ses problèmes. Et puis d'ailleurs, elle ne peut pas envoyer trop de troupes, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut justement que les gens du lieu puissent être équipés et pouvoir réagir. Il y a des pays qui s'en sortent assez bien. L'Algérie, maintenant, est passablement sécurisée. La Mauritanie aussi. Il reste surtout le Mali, le Burkina, le Niger, où il y a encore... et le Tchad. Et ça fait quand même beaucoup. Hein. Mais je pense qu'on peut y arriver. Et puis... si on pacifie, si on donne des moyens de vivre, si on verdit, il y aura beaucoup moins de terroristes. Les terroristes sont des jeunes qui souvent sont désespérés et qui, s'ils ont un espoir de vie, vont mettre toute leur énergie à cultiver. Oui. C'est peut-être idéaliste, mais je pense qu'il y a quelque chose de vrai. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Édouard Buchter, d'avoir présenté une partie de votre ouvrage « Reverdir le Sahara, des solutions pour un retour à la végétation » aux éditions Favre. Passons tout de suite à Carte sur table.
Alors pour Cartes sur table, vous êtes ingénieur, mais je voulais savoir, vous avez envie aussi, votre projet c'est de créer une fondation pour justement motiver les dirigeants européens et pourquoi pas du continent africain, tous les dirigeants mondiaux, pour justement aller vers cette refertilisation du Sahara. Oui, alors, quand j'ai présenté mon manuscrit à Pierre-Marcel Favre, immédiatement, il a été enthousiasmé et il a voulu faire quelque chose. Moi, je voulais écrire quelque chose, lui a voulu faire. Et il est en train, il a déjà créé une fondation qui va appuyer ceci. Pour ça, il faudra avoir un centre, on aimerait avoir un centre de recherche, un centre de documentation, mais aussi des contacts avec la diplomatie, avec toutes les personnes qui sont concernées. Et tout ça va coûter. Donc, cette fondation, elle vient de démarrer. Et donc, il faut certainement des mécènes. Voilà, il y a des mécènes, des personnes très généreuses qui ont été convaincus, beaucoup par Pierre-Marcel Favre lui-même et qui leur a passé mon livre aussi. Mon livre, je pense, doit être assez convaincant, je pense, pour que des personnes se mettent en route et mettent des sous dans cette formation. Oui. Voilà, il faudra voir la suite maintenant. On va faire un conseil scientifique, on va mandater des scientifiques et des gens de terrain aussi pour... aller voir l'ONU peut-être. Oui, alors l'ONU, et puis on a déjà quelques réactions de chefs d'État, non pas de chefs d'État, d'ambassadeurs, pardon. Il y a des ambassadeurs africains qui ont déjà répondu de façon très favorable, encourageante. Et voilà, ça suit son chemin. Je compte beaucoup sur les médias pour diffuser cette chose-là. C'est pour ça que je vous remercie beaucoup pour cette émission, parce que c'est une chose qui doit être connue du public, parce que les politiciens vont s'appuyer sur une base, et la base, elle doit... C'est le peuple qui doit connaître le problème et qui doit s'enthousiasmer pour le problème. Et auprès des jeunes, quel message? Parce que vous étiez aussi enseignant. Oui. Est-ce qu'ils sont conscients, je ne sais pas, des problèmes écologiques? Alors, certainement, on le voit maintenant. Ça se ouais. déclenche maintenant ces années-ci. Alors, je ne sais pas s'ils ont beaucoup lu mon livre parce qu'il vient de sortir, mais je pense que c'est un livre qui doit pouvoir leur donner de l'espoir, leur donner une direction dans laquelle travailler. Particulièrement, d'ailleurs, les jeunes d'Afrique, j'espère qu'ils pourront avoir connaissance de ça et se dire, tiens, il y a vraiment quelque chose à faire. On va sortir peut-être de ville pour aller dans des campagnes et ça peut inverser l'exode rural. Oui. J'espère beaucoup que ça sera un effet de ce livre. C'est de motiver pour aller dans les campagnes faire des choses pareilles. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Édouard Buchter, pour cette deuxième partie des Cartes sur table. Nous allons passer à la dernière, le fameux coup de cœur. Alors, pour ce coup de cœur, quel auteur avez-vous choisi? Alors, j'ai choisi Fawzi Skali, qui est un philosophe marocain. Oui. Je suis très intéressé par... D'abord, je parle beaucoup du prométhéisme dans mon livre. Le prométhéisme, c'est le fait de croire trop dans son cerveau et de ne pas faire attention, ne pas prendre en compte l'intelligence universelle, je dirais. Et de Prométhée, l'antique. Voilà, Prométhée, c'est un des titans qui a ravi le feu du ciel pour le donner aux humains. Et les humains pensent qu'ils ont le feu du ciel et qu'ils peuvent l'employer. Et cette attitude-là, elle est évidemment pas celle des grandes religions,
et notamment pas celle des musulmans, qui sont le 80% de l'Afrique, du nord de l'Afrique, n'est-ce pas? Oui. Et je m'intéresse beaucoup à cette religion, surtout lorsqu'elle débouche sur une école de sagesse, comme chez Fawzi Skali. C'est un soufi qui qui débouche sur quelque chose qui n'est plus du tout la religion, mais qui est l'école de sagesse. Oui. Et ça permet d'avoir une discussion, un dialogue avec... Tourner sur le respect et l'amour de l'autre. Voilà, l'amour de l'autre. On voit que les idéaux des religions monothéistes sont les mêmes, et que on gagne à étudier l'autre. Donc c'est tout à fait à l'opposé du fanatisme. Oui. Donc je lis les pensées, alors au petit déjeuner, parce que j'ai très peu de temps le soir. Le soir, je tombe de sommeil. et le matin, à petit déjeuner, je lis des passages, mais c'est un quart d'heure. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de temps pour lire des livres. Je lis très peu de romans. Je lis des histoires, des biographies beaucoup. J'aime beaucoup les biographies. Et je lis des essais, plusieurs essais. Mais là, Fawzi Skali, je le lis le matin au petit déjeuner. Après, je passerai à un autre philosophe. Oui. Merci beaucoup, Jean-Édouard Buchter, de nous avoir présenté votre coup de cœur, Traces de lumière. Et puis, vous êtes venu nous voir pour votre ouvrage, Reverdir le Sahara, des solutions pour un retour à la végétation, aux éditions Favre. Merci beaucoup. Merci. Et puis, quant à vous, mes chers complices, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent. Merci de votre fidélité si précieuse. Au revoir et à bientôt.